Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette plénière au nom du comité de programme bâtiment de World Efficiency. Ce dernier a réuni pendant près d'un an donc, le Conseil national de l'Ordre des architectes, Construction 21, Sinov, le CSTB, le plan bâtiment durable, Syntec Ingénierie et l'association HQE afin de vous offrir une programmation au cœur des enjeux du climat, des ressources pour le secteur du bâtiment. Je suis Anne-Sophie Péry-Saint-Faber, directrice de l'association HQE et je vais avoir le plaisir d'animer cette conférence intitulée « L'amélioration de la performance énergétique et environnementale du bâtiment. Quelles solutions des produits aux usages ?» Ce sujet, l'association HQE le connaît bien puisque depuis 20 ans maintenant, nous rassemblons des hommes et des femmes engagés dans le développement durable du cadre bâti. Un sujet pour lequel nous agissons concrètement également avec à l'actif du mouvement HQE plus de 59 millions de mètres carrés de bâtiments certifiés, ce qui en fait le deuxième parc certifié au monde en termes de surface. Ce parc HQE représente une réduction effective aussi des émissions de gaz à effet de serre, 23% dit la dernière étude d'IPD, par rapport à des bâtiments non certifiés aux caractéristiques similaires en termes de taille, d'âge et de localisation. Donc vous voyez, je devrais pouvoir poser quelques questions impertinentes à nos intervenants. Alors, pour vous parler de ces bâtiments à énergie positive, bas carbone, économe en ressources, recyclables ou peu polluants, que d'adjectifs, et vous informer des orientations européennes fixées pour 2020 pour le secteur, nous avons réuni donc un panel de premier plan. J'ai donc le plaisir d'accueillir Joséphina Lindblom, qui est responsable du dossier bâtiment durable à la DG Environnement de la Commission européenne. Elle a notamment été responsable de la préparation de la communication de la Commission européenne Resource Efficiency Opportunities in the Building Sector, adoptée l'année dernière par la Commission, mais nous y reviendrons largement au cours de cette conférence. Également Frédéric Denisard, qui est diplômé de l'école d'architecture de Nancy et architecte à Charleville-Mézières, où il dirige son cabinet. Il a dans le passé donc présidé le conseil régional de l'Ordre des architectes de Champagne-Ardenne et est actuellement conseiller national. Il pilote le développement d'Oscar, un logiciel d'aide à la conception thermique destiné aux architectes, et anime les groupes de travail sur le BIM et l'accessibilité du bâti en situation de handicap. Nous avons également François Thueux, donc, qui est ingénieur de formation et en charge depuis 2015 du marché bâtiment au sein d'un grand groupe de fabricants de matériaux de construction, Lafarge Holcim pour ne pas le citer. Il a notamment mené plusieurs projets d'évaluation de la performance environnementale des bâtiments sur leur cycle de vie. Enfin, Jean-Christophe Vizier, qui est ingénieur avec une thèse en génie civil et qui a consacré sa carrière à la performance énergétique puis environnementale du bâtiment au sein du CSTB et dont il en est aujourd'hui le directeur énergie-environnement. Il est aussi membre des bureaux de l'association HQE et Finergie et préside le conseil scientifique de la Fondation Bâtiment Énergie. Maintenant que nous avons fait connaissance, je vous propose que l'on rentre au cœur de notre sujet. Et quand on rentre dans un sujet, on commence par le définir, règle de base de toute dissertation. Et donc, je vais m'adresser à Jean-Christophe Vizier pour lui demander, lorsqu'on parle de performance énergétique et environnementale des bâtiments, de quoi parle-t-on? Je parle de ma facture d'énergie, de réglementation thermique ou de HQE? Si on regarde ce qui s'est passé historiquement depuis la première crise de l'énergie dans les années 70, on s'est mis à penser beaucoup en énergie. Et jusqu'à la RT 2012 en France, on voit que tout ce qui se passait sur l'énergie a un peu battu un tempo sur l'évolution des bâtiments. Quand on parle performance énergétique et environnementale, il y a, je pense, deux gros changements qui sont en train de se faire. On sort d'une approche monocritère où on parlait que d'énergie et on va se mettre à parler des consommations de ressources, mais aussi, dont l'énergie, mais aussi des pollutions avec au premier plan le CO2, les déchets. Et on va donc avoir une approche plus large que cette approche monocritère qu'on avait précédemment. Deuxième idée, c'est qu'avec l'énergie, on avait tendance à regarder le bâtiment lors de son exploitation. On regardait ce qui se passait au compteur. Et en fait, quand on se met à parler de l'environnement, on est amené à regarder le bâtiment sur tout son cycle de vie. C'est-à-dire à la fois le bâtiment que l'on construit, le bâtiment que l'on exploite, que l'on rénove
Et puis à la fin de vie du bâtiment, comment ça se termine, et puis éventuellement l'économie circulaire, on va repartir sur le cercle. Et puis peut-être une troisième idée, c'est que à côté de cet élargissement de point de vue, il faut toujours qu'on garde à l'esprit qu'un bâtiment c'est fait pour des gens. Et que l'aspect du confort et du bien vivre dans les bâtiments, c'est un élément absolument clé. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait ces bâtiments, sinon on n'aurait pas ces aspects-là. Et puis que l'aspect impact économique, c'est aussi quelque chose de très important avec différentes facettes, à la fois des bâtiments pas trop coûteux à faire tourner pour que les gens puissent les louer, des bâtiments qui gardent leur valeur pour que les gens aient envie d'investir dans ces bâtiments, et puis des bâtiments qui aident à faire tourner l'économie, et en particulier l'économie locale. Donc ça nous donne un élargissement du champ, et je trouve que c'est justement un des sujets très intéressants pour tous les acteurs du bâtiment, c'est qu'en traitant cet aspect performance énergétique et environnementale, on place le bâtiment au cœur de la société, et ça donne envie de travailler dans ce secteur quand on sait qu'on est dans un secteur qui a vraiment du sens. Donc, si j'ai bien compris, de l'énergie aux impacts environnementaux, premier changement de cette performance environnementale, et deuxième changement de la phase d'usage à l'ensemble du cycle de vie. On est d'accord. On est d'accord. Alors, on continue. On continue maintenant qu'on sait ce qu'est la performance énergétique et environnementale du bâtiment. Ma deuxième question, c'est est-ce que ça se mesure ? La question de la mesure. Alors oui, ça se mesure, mais de manière différente suivant les sujets. Si vous regardez ce qui se passe sur l'énergie, pendant beaucoup de temps, on a eu, par exemple, dans les textes de réglementation thermique, on a calculé la performance énergétique. Et on est arrivé à des consommations conventionnelles. Et puis, donc, c'était le résultat d'un calcul. Et puis, on voit de plus en plus aujourd'hui, en particulier depuis le label BBC, les gens disent « c'est bien de faire des calculs, mais ce qui nous intéresse, c'est combien ça consomme vraiment ». Et on va de plus en plus, sur des aspects de ce type-là, vers de la mesure de la performance, vers de la garantie de la performance. Si on prend d'autres sujets, type la qualité de l'air, ça se mesure. Sur des aspects environnementaux, surtout quand on prend le cycle de vie, c'est plus compliqué. Parce que quand vous regardez ce qui se passe, on va prendre le cas du réchauffement climatique et des émissions de CO2. Les émissions de CO2 pour un bâtiment, elles ont lieu à plusieurs étapes. Lorsqu'on fabrique les matériaux qui vont permettre de construire le bâtiment. Et ça, ces émissions de CO2, vous les verrez au niveau des usines. Ensuite, sur le chantier, où on va être en train de construire. Ensuite, vous allez avoir toutes les consommations pendant la phase d'exploitation du bâtiment, les consommations d'énergie, ce qui sort de la chaudière, etc. Et puis, vous aurez les émissions en fin de vie. Et tout ça, il va bien évidemment falloir le prendre en compte parce que toutes ces phases ont de l'importance. Et donc, on va avoir besoin d'outils de mesure. Et ces outils de mesure, ça s'appelle l'analyse en cycle de vie. C'est donc une méthode de calcul qui va permettre de mesurer nos impacts tout au long de ce grand cycle de vie du bâtiment qui dure pas mal de temps. Et cette mesure va avoir quelque chose de très important, c'est qu'elle va permettre à chacun de voir comment il peut agir. Dans le métier que je fais, comment je peux agir sur ces impacts environnementaux, et en prenant conscience de l'impact qu'on a chacun, du poids qu'a chacune de nos actions, on va pouvoir chacun dans notre métier faire progresser ces impacts environnementaux de manière à les minimiser. Alors, cette analyse de cycle de vie, c'est quelque chose de nouveau pour notre secteur ou c'est quelque chose qui se pratique déjà dans d'autres secteurs et que finalement on est en train de transposer dans le bâtiment ? Alors, l'analyse de cycle de vie, c'est vraiment l'outil de base utilisé sur l'environnement. C'est vraiment un élément essentiel parce qu'on s'aperçoit que quand je regarde un produit, quel qu'il soit, que ce soit une automobile, une boîte de conserve, si je regarde que le produit lui-même, je ne réussis pas à voir l'ensemble de ses impacts. Donc c'est vraiment l'outil de base utilisé généralement. On va faire un petit test, Anne-Sophie. Est-ce que c'est un outil utilisé dans le bâtiment ? Alors, premier test. Qui d'entre vous a déjà entendu parler de la CV ? Pas mal, pas mal. La moitié.
Deuxième question. Qui d'entre vous a déjà fait ou analysé une ACV? Écoutez, je pense qu'on va pouvoir faire un test au cours du temps. Il y a, en 2007, quand a commencé le label BBC, j'ai fait des tests comme ça pour voir si les gens savaient ce que c'était que le bâtiment basse consommation. Et là, on commence cette campagne de test sur qui sait ce que c'est que l'ACV et combien de gens ont l'habitude d'en faire. Alors, je recommande à tous ceux qui ne savaient pas encore ce que c'était, d'abord de nous écouter et puis après de se former là-dessus pour la prochaine fois pouvoir dire qu'ils savent ce que c'est. Et puis, pour tous ceux qui n'ont pas encore regardé des résultats d'ACV, de pouvoir, lors de le prochain test qu'on fera dans 6 mois, répondre que maintenant, ils sont au goût du jour. Et puis après, on aura des questions pour les plus experts, ceux qui en feront au quotidien. Dernière question. Donc on a vu ce qu'était la performance énergétique et environnementale, un scope différent, des outils avec l'analyse de cycle de vie pour les mesurer. On en est où en France sur ce sujet? Est-ce qu'il y a des actions politiques publiques en cours sur ces thématiques? Alors, dans les différentes étapes qu'il y a eu, on voit qu'il y a eu, dans un premier temps, quelques chercheurs qui ont commencé à faire des choses. Et puis, ça s'est développé. L'association HQE a fait des choses pour animer la filière. Et dans le cadre du programme HQE Performance, il y a eu 200 bâtiments qui ont été calculés en s'appuyant sur les forces de tout le monde pour commencer à avoir des éléments. Et puis, aujourd'hui, avec la loi de transition énergétique et puis ce qu'annoncent les pouvoirs publics, on voit qu'on va vers une étiquette environnementale dont les premières visions pourraient être disponibles à la fin du premier trimestre prochain, qui permettrait de généraliser cette information sur ces impacts environnementaux du bâtiment en disant utilisons le même langage pour bien se comprendre, donnons une information sur ces impacts environnementaux, ce qui sera une bonne manière de progresser, de challenger la filière et de dire à chacun d'abord, je calcule cette étiquette, et puis à partir du moment où je l'ai calculée, dans mon projet suivant, j'essaie de faire mieux de ce que j'ai fait dans le projet précédent, et j'essaie d'échanger avec mes collègues sur comment on peut faire pour progresser par rapport à ça. Et je pense qu'il y a vraiment une tendance de fond dans laquelle l'association HQE a vraiment donné une impulsion très forte, et qui aujourd'hui est reprise par les pouvoirs publics pour l'amplifier, qui pourrait permettre que ça devienne juste un truc aussi classique que de parler de performance énergétique. J'espère qu'on mettra moins de 50 ans pour que ça se généralise. Forcément, moi aussi, une réaction peut-être de nos intervenants? Oui, deux petites remarques. Tout d'abord, je voulais saluer les travaux du CSTB qui ont permis de mettre à disposition de la maîtrise d'œuvre, des bureaux d'études, des données environnementales. Et c'est clé aujourd'hui de mettre à disposition à la fois les données et les outils. Donc la base de données INES est une première étape qui permet de mettre à disposition l'ensemble des FDES, fiches de déclaration environnementale et sanitaire des produits de construction, qui sont un peu la carte d'identité environnementale d'un produit de construction. Et puis des outils comme Elodie, qui a été administré par le CSTB, et d'autres permettent aujourd'hui de calculer les performances environnementales à l'échelle du bâtiment, puisque cette question des outils simples d'utilisation est également clé. Deuxième petite remarque, vous l'avez très bien dit, l'ACV, c'est la méthodologie qui aujourd'hui permet de calculer les impacts environnementaux, la performance environnementale du bâtiment. Et une des clés de l'ACV, c'est vraiment l'approche multicritères environnementaux. Et l'actualité aujourd'hui nous pousse à considérer le carbone, puisqu'on a une actualité chargée, dans 2 mois la COP21. Le CO2, le changement climatique sont des enjeux importants. Il ne faudrait pas qu'on passe d'une approche purement énergétique à une approche multicritère, telle que vous l'avez dite, à une approche monocritère qui serait le seul carbone. Aujourd'hui, il faut vraiment considérer tous ces impacts, l'eau, la production de déchets, la consommation d'énergie, les autres polluants atmosphériques également, il n'y a pas que le CO2. Si on veut avoir une vision exhaustive et claire de l'impact, la performance d'un bâtiment, il faut prendre en compte tous ces critères. Mais je crois que c'est effectivement l'un des intérêts de cet outil, c'est que finalement, on ne va pas être obligé ni de collectionner les outils, ni de devoir choisir. On va pouvoir tout faire en un,
avec un seul outil, effectivement, évaluer l'ensemble des impacts environnementaux et du coup progresser sur les sujets qui seront vos choix de performance. Effectivement, donc on a vu que ça se mesure, ça se calcule, il y a des outils, il y a des bases de données comme INIES qui nous permettent de faire ces multiplications entre quantité de produits et quantité effectivement d'impact environnemental. Et j'enchaîne puisque finalement, en général, quand on parle d'énergie, d'environnement, on a les pouvoirs publics qui ne sont pas très loin, puisque c'est souvent une des prérogatives des pouvoirs publics, effectivement, de s'assurer qu'on respecte nos engagements internationaux en la matière. Côté performance énergétique, on a tous en tête le paquet climat-énergie qui a été adopté en 2008 par l'Union européenne et qui visait d'atteindre d'ici 2020 le triple objectif de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à leur niveau de 90%, de porter la part des énergies renouvelables à 20% de la consommation et de réaliser 20% d'économie d'énergie. Ça a irrigué largement les politiques d'efficacité énergétique sur lesquelles on a tous travaillé depuis maintenant une bonne 50 ans pour certains, moi je dirais une dizaine d'années pour ma part, mais en tout cas ce qui nous a mobilisé un certain nombre sur ces questions de performance énergétique. Et donc on a invité aujourd'hui Joséphina Lundblom parce qu'il y a aussi une dynamique européenne sur cette question de performance environnementale avec un texte en quelque sorte fondateur en juillet 2004 qui est la communication de la Commission européenne Resource Efficiency Opportunities in the Building Sector. Est-ce que du coup vous pouvez nous la présenter dans les grandes lignes, Joséphina, cette communication? Je signale qu'il y a une traduction simultanée en français pour ceux qui le souhaitent, puisque Joséphina va s'exprimer en anglais. Voilà, merci. Thank you. But I speak very clearly in English because I'm Swedish, so I have a clearer way of speaking English than the English ones, I think. Yes, it is true that in France you have progressed very well in this area. We have heard lots we have heard you talking about it. We've heard comments about how important it is to not only look at the energy efficiency of a building, but going towards a more holistic approach. Now, there are only really a few countries in the EU who do that. So you are quite advanced, I would say. But in most countries, and certainly in most building regulations in Europe, which are national regulations, obviously, there's really no mentioning about any other environmental aspect than the energy efficiency. And that, we think, is a problem. We need to have a more holistic approach because, coming back to the life cycle analysis, we need to look at all the relevant resource use during the whole life cycle and not just on the use phase. We need to look at the different kinds of resources that we use for a building and not just energy. It can be material, it can be water, maybe land as well, in order to have a more just assessment of the building and the environmental performance. Because if we don't do that, will obviously be trade-offs between different kinds of resource uses. And if we don't take a larger picture into account, we risk to go wrong, basically. But there is not much momentum in that direction in most member states. And that's why we have come out with this communication last summer, where we really want to stress that it's more than energy in the use phase. So that's why we're doing it. You may know that very few buildings today in Europe are assessed for their environmental performance beyond the energy efficiency. We have there's no real track of that, but we have tried to estimate, and we have come to less than 0.5% of our buildings in Europe have been assessed for anything but energy efficiency. Now, of course, that can be very different in certain market segments, in certain cities, but as an overall figure, that's what we have. So what we want to do is to increase these numbers so that we can actually, the sector and the whole value chain can take decisions based on reliable and comparable data. For this purpose, then, the European Commission has
started to develop, together with stakeholders, I want to stress, have started to develop a framework with core indicators to assess the environmental performance of buildings. We are doing this in very close cooperation with a large number of stakeholders, and we are, of course, very interested in also learning from those who have the larger experience. I can say that I've had a lot of contacts with CSTB, for example, for the preparation of the communication that came out last year, and we continue to have close contact. But the reason why we're doing this is really that we want to develop some kind of a common language, a common understanding of what is a green building, not just on a national level, but really on an international or European level then. We think that would lead to better transparency and also much bigger possibility to have transfer of better practice, not necessarily best practice. We don't intend for all buildings to be top performers, but to lift the mainstream market, as we call it, lift it a couple of notches so that it becomes better than what we see today. We would really like to see this being used in new markets. In France, you have a very interesting experience of using these kinds of assessments in the residential market. That's quite rare in Europe. We would really like to see this being used more in the residential market and not just in fancy hotels and prestigious office buildings, which is typically the case in many countries. And we would, of course, also like to provide public authorities with a tool and data to support their policy making. But I want to stress that we are not doing this so that we don't picture, HQE or BREEAM outstanding or whatever for all buildings. We really want to create a tool which can be used on its own with just a handful of indicators that can lift the mainstream market up a bit. We would also like it to be possible for those commercial schemes, of which I mentioned a few, and there are, of course, others, to use this framework as a part of their indicators. Then they would, of course, use their own scheme-specific indicators as well. But we think that even if in a building project you don't want to work with 30, 40, 50 indicators, which very often is the case with those commercial schemes, you should still be able to fairly well assess the environmental performance of a building, and that's why we're doing this. Good project. Yes, it's a difficult one because it's a challenge. Everyone is very enthusiastic. The industry is really behind us. But of course, we understand that they will only be that if we come up with a good quality product which they can buy into and which they will be happy to use. That's why it's so important for us to have this communication with stakeholders all the time. So we have set up different groups to really have their feedback throughout this process. Justement, cette dynamique européenne que vous insufflez, j'imagine qu'elle s'appuie sur des dynamiques nationales. Pourriez-vous nous dresser un petit panorama effectivement européen? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, puisqu'on est en France, est-ce que pour une fois, la France serait en avance sur ces sujets, leader sur ces sujets? Yes, I think you're doing, in comparison to many other countries, you're doing very well, of course. You can look at this in at least two different ways. You have regulation and you have the use of voluntary, typically commercial schemes then. When it comes to regulation, there are a few countries which are going ahead and try to develop ways of looking at something beyond energy efficiency. I think it's, as far as I know, I think it's only the Netherlands who are doing this. They have this in their building regulation. So apart from energy efficiency, in order to get the building permit, they also have to report on abiotic depletion potential, ADP. Yeah? And that is very interesting. And there are other countries, for example, Belgium, who are seemingly going in the same direction. But when it comes to the use of voluntary schemes, France is doing very well. It's also a question of how you use it in, for example, a green public procurement, where you are strong, as far as I know.
As I said before, and particularly in the residential area, it's very interesting for us to see how you are using it, both public and private, actually. C'est une des forces de HQE, effectivement, d'avoir réussi à entraîner aussi bien les marchés résidentiels que tertiaires. Maybe I could just add also that it is really inspiring for us to see, because you have quite a long experience now, and you have this experience with many buildings as you also go into the residential market. So what I've learned, for example, from the French experience is that when you start, well, I think it was in 2003, I've been told, that you first looked at how much extra does it cost to build a sustainable building, however you defined it back then, yeah? And then it was more or less 10% more than just a building which followed the building regulation. 10% is quite a lot. But now, when you have all this experience and all the people involved in a project has got used to it, this extra cost, so to say, is down to about, well, it's less than 1%. It's more than, I think it's more or less 0.5%. So that shows how it doesn't have to be more expensive to build sustainably. Of course, every change that you do at a certain moment in time will cause a cost, or will give rise to a cost. But it's more the change in itself which is costly. It's not actually the sustainability aspect of it, which is, and that's very encouraging for us, of course. Merci. Une petite réaction peut-être des intervenants autour de la table sur ce sujet de langage commun pour tous, je crois. C'est une ambition, je pense, que vous partagez peut-être. Peut-être une petite remarque sur le langage commun. On voit que dès que les acteurs commencent à se mettre en mouvement, ils ont envie d'y aller, parce que finalement, cette idée d'aller vers les aspects environnementaux, c'est une évidence qu'il faut faire ça. Et on voit qu'il y a eu les premiers qui ont commencé à y aller, eh ben, ils se sont lancés dans ces calculs, dans ces mesures, et puis ils ont commencé à discuter entre eux, et on s'est rendu compte que des fois, ils ne se comprenaient pas. Et la définition de ce langage commun, notamment sur les matériaux, sur les impacts des produits, a été un des défis sur lesquels je pense qu'on a beaucoup progressé, avec une base de données IGNES où il y a la manière de décrire les produits avec des informations qui viennent des industriels et qui sont décrites de manière homogène pour tous les produits. Ça a été vraiment un élément essentiel, parce que sinon les bureaux d'études ou les archives ne pouvaient pas faire leur évaluation. Et donc on a eu besoin un peu de standardiser les choses et de s'assurer qu'on comptait bien les choses de la même manière. Sinon, quand on voulait comparer ce qu'on faisait, on était un peu perdu. Et je trouve qu'entre la base IGNES et ce qui s'est fait dans HQE Performance, c'est deux éléments qui ont permis au point de vue de se rapprocher et à avoir vraiment des méthodes qui deviennent de plus en plus communes, ce qui est vraiment essentiel pour qu'on puisse compter les choses sur les marchés. Un des enjeux, peut-être alors sur tous les sujets, mais notamment sur le carbone, peut-être, c'est aussi de se dire que mon voisin ne sera pas plus faible en impact carbone simplement parce qu'il a compté différemment. Donc je pense qu'on a vraiment cet enjeu de transparence et de règles du jeu communes pour qu'on soit sûr que le bâtiment qui affiche un super score carbone soit simplement pas un passager clandestin en termes de périmètre. Sur les produits, vous avez une expérience là-dessus. C'était aussi ce qui a encouragé au développement des F2S que d'avoir une règle commune. Absolument. Et puis la vérification aussi de ces F2S est importante. Il faut pour être en mesure de valider que les hypothèses et les modes de calcul sont cohérents avec les normes qui existent et qui régissent l'analyse de cycle de vie, effectivement. Alors à ce stade, on va vous donner la parole pour prendre une première série de questions si vous en avez. Vous n'avez pas de questions à poser? On a été si clair que ça, j'ai du mal à y croire. Bon, eh bien parfait, écoutez, on continue alors. On continue puisqu'on a effectivement à la fois défini notre sujet, vu qu'elles étaient aujourd'hui, c'était un sujet pleinement dans le scope européen ou français en termes d'orientation politique et des pouvoirs publics en la matière. Et du coup, il me semblait intéressant de se tourner maintenant vers les intervenants de cette table ronde qui sont porteurs de solutions opérationnelles et qui vont nous permettre concrètement d'améliorer cette performance énergétique et environnementale. Alors, je continue mon chemin des produits au bâtiment, donc je vais
commencer par François Thueux. Cette ambition d'améliorer la performance environnementale des bâtiments, ça va se traduire et ça se traduit comment côté industriel? Alors ça se traduit d'abord par ce qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire les matériaux de construction que l'on fabrique et que l'on livre à nos clients sur les chantiers. Donc historiquement, on a beaucoup travaillé sur l'éco-conception et l'amélioration de la performance environnementale de nos produits. Donc je vous donnerai quelques exemples de produits de la filière que je connais le mieux, la filière ciment et béton. Juste une démarche qui a commencé dans quelles années pour vous? C'est nouveau, ancien, entre les deux? Alors dans l'échelle ACV, c'est ancien, mais c'est, on va dire, les années 90, c'est à cette période que la démarche s'est vraiment accélérée. Voilà, les premiers ont commencé à travailler sur le sujet dans les années 90 et puis dans les années 2000, ça s'est vraiment généralisé, à la fois parce qu'on avait une pression du marché, des clients, et puis une pression réglementaire. Donc sur les produits de construction, si vous prenez du ciment par exemple, vous seriez étonné de voir à quel point l'empreinte de ce matériau a été réduite au fil des ans. On a beaucoup travaillé sur les process industriels. Aujourd'hui, on brûle très peu d'énergie fossile, on brûle beaucoup de déchets, beaucoup de biomasse dans les cimenteries. La composition même des ciments a changé. Aujourd'hui, le ciment incorpore des matières recyclées qui proviennent d'autres industries. Donc ça réduit l'empreinte globale de ce matériau. Et par extension, le béton, qui est à l'aval de la production de ciment, bénéficie aussi de ces avancées technologiques. Ensuite, on s'est quand même rendu compte, et vos intervenants l'ont dit, que quand on regarde le bâtiment dans son ensemble, sur son cycle de vie, la partie matériaux finalement représente assez peu dans l'empreinte globale du bâtiment. On a la filière à mener, pour avoir les idées un peu plus claires, la filière a mené à la fin des années 2000 une étude assez complète sur la qualité environnementale des bâtiments. Et on a pu constater que la partie matériaux dans le cycle de vie complet du bâtiment représentait une part très faible, y compris sur des bâtiments performants énergétiquement, donc qui étaient conformes à la RT 2012. Donc les débats qui avaient lieu sur la comparaison entre matériaux, entre le béton, le bois, la brique, finalement avaient assez peu de sens. Ce n'était pas là qu'il fallait travailler. Donc les filières se sont attelées à produire des produits qui présentaient des performances énergétiques à l'échelle du bâtiment, sur l'usage du bâtiment. Je vais vous donner quelques exemples. Aujourd'hui, on est capable de produire des bétons qui ont des propriétés isolantes, et qui permettent de réduire notamment les ponts thermiques entre façades et planchers, par exemple. Les ponts thermiques, c'est une source de déperdition d'énergie extrêmement importante à l'échelle du bâtiment. Et aujourd'hui, on a des solutions pour régler ce problème. Si vous prenez l'industrie de la préfabrication, qui fabrique ce qu'on appelait auparavant les parpaings, des blocs béton, vous seriez étonné de voir le degré d'innovation qu'il y a dans ces produits. Aujourd'hui, un bloc béton n'est plus du tout le même que celui que vous achetiez il y a 15 ans. Aujourd'hui, un bloc béton, ça peut être fait de granulats légers, ça peut incorporer de l'isolation, minérale ou organique. Et donc, c'est un produit qui isole aujourd'hui. Donc, toute la filière, tous les acteurs de la filière se sont attachés à produire, à fabriquer des produits qui permettaient de réduire de manière globale l'empreinte du bâtiment, l'empreinte environnementale. Sur cette question d'éco-conception, parce que je vois avec plaisir que finalement, faire une ACV côté industriel, amené par ce sujet de fiche de déclaration environnementale, a été une source de progrès, d'innovation. Donc on peut plutôt se dire que c'est bien pour nous à l'échelle du bâtiment. On va espérer faire le même secteur. Est-ce que vous avez d'autres exemples concrets d'éco-conception du coup, à nous donner à l'échelle des produits? Alors, à l'échelle des produits, je vais vous donner deux autres exemples de produits qui participent à la performance environnementale d'un ouvrage. Aujourd'hui, pas encore. Pardon, Aujourd'hui, vous avez des produits des bétons qui permettent de gérer les flux d'eau à l'échelle d'un ouvrage ou à l'échelle d'une ville, des bétons drainants qui vont permettre à la fois de gérer les excès d'eau, et on a vu récemment dans le sud de la France des problèmes liés à l'imperméabilisation des surfaces urbaines. Aujourd'hui, on est capable d'avoir des produits qui absorbent l'eau, qui drainent l'eau et qui participent indirectement à son stockage. Et puis, on travaille de plus en plus aujourd'hui sur des produits qui vont dépolluer l'air ambiant. C'est un sujet majeur aujourd'hui, la dépollution, l'air intérieur ou l'air extérieur.
et ces surfaces de façade, de plancher, peuvent contribuer largement à la dépollution de l'air. Alors ensuite, si on regarde l'éco-conception à l'échelle d'un bâtiment, alors c'est là où effectivement C'est là où il y a les slides. voilà, j'ai quelques images à vous montrer. Voilà. Mais auparavant, je voudrais juste revenir sur la question des outils. La question des outils dont on a parlé tout à l'heure. Donc notre filière est constituée d'un grand nombre de petites et moyennes entreprises qui n'ont pas forcément les moyens aujourd'hui d'acheter la compétence analyse de cycle de vie. Et la filière a mis en place, pour répondre à cet enjeu de mise à disposition d'outils, un outil en ligne qui s'appelle BETI, que je vous invite à aller voir sur Internet, BETI, B-E-T-I-E, et qui permet à tout industriel de calculer les impacts environnementaux de son béton. Donc c'est ça aussi la mise à disposition d'informations et méthodologies. Mais même un BET, je crois, peut utiliser BETI en fonction des caractéristiques de son qu'il béton, connaît. Voilà. Donc il faut mettre à disposition ces outils simples qui permettent de contribuer aux calculs plus globaux de la performance environnementale. Les données seront utilisées ensuite par d'autres experts, mais il faut d'abord produire ces données sur les produits. Donc sur l'éco-conception à l'échelle d'un bâtiment, je voulais juste vous donner un exemple d'un projet qui a été réalisé dans le sud de la France et qui va un peu au-delà finalement du simple bâtiment. L'idée c'était de répondre à un peu la quadrature du cercle pour un maire, qui est de répondre aux besoins de ses administrés, de rester en ville, en centre-ville où se trouvent les infrastructures, les équipements publics, et répondre aussi aux besoins des familles françaises, des foyers français, de se loger en maison individuelle. C'est encore aujourd'hui une aspiration d'habiter dans une maison individuelle avec un jardin, d'avoir son indépendance, mais c'est incompatible finalement avec le logement en milieu urbain. Donc l'idée de ce projet, c'est de mettre la maison individuelle en ville, sur des plateaux, pour éviter ce phénomène d'étalement urbain que l'on constate aujourd'hui. Donc voilà, l'idée c'est vraiment sur des plateaux de mettre de la maison et de mettre des jardins. Et ce projet il s'est fait, il est en train de se faire. Donc vous voyez quelques illustrations. Donc l'idée c'est de construire une structure qui est une structure assez simple en fait, un poteau-poutre béton avec des grands planchers en béton sur lesquels on va installer des maisons individuelles avec des surfaces de jardin pour répondre à ce besoin que les gens ont, voilà, d'avoir ce type de vue, d'avoir une vue dégagée, d'avoir l'impression d'être dans une maison individuelle, mais de l'être en ville. Donc voilà pour moi un exemple d'éco-conception, parce que derrière, il y a tout un ensemble d'externalités négatives qu'on va éviter. On va éviter les transports entre la campagne et la ville. Le bâtiment est plus compact qu'un ensemble de petites maisons individuelles, donc on va favoriser la performance énergétique de l'ensemble. Voilà, donc c'est un exemple de ce qu'on peut faire en éco-conception. Il y a un autre exemple tout simple, je terminerai dessus, c'est aujourd'hui, vous savez que donc nos villes sont constituées de bâtiments de plusieurs étages sur lesquels vous avez aujourd'hui des toits terrasses qui sont assez peu exploités finalement, sur lesquels on va trouver des équipements de service. Aujourd'hui, on en fait assez peu de choses de ces toits terrasses. Si on arrive aujourd'hui à utiliser ces toits terrasses, à les végétaliser, à leur donner une fonctionnalité, on va aussi contribuer à éco-concevoir, parce qu'un toit terrasse végétalisé, c'est de la biodiversité en ville, c'est une gestion de l'eau qui est améliorée, c'est un tampon aux précipitations intenses, c'est également la possibilité de réduire les effets de ce qu'on appelle l'îlot de chaleur urbain, qui est l'augmentation de la température en ville en été, parce que les bâtiments vont capter la chaleur. Quand vous avez des surfaces végétalisées, vous évitez ce phénomène d'îlot de chaleur urbain. Donc la toiture végétalisée, c'est aussi un moyen de répondre de manière simple, d'éco-concevoir un bâtiment, qui peut être existant d'ailleurs. De nombreuses solutions à mesurer, pondérer pour effectivement trouver le meilleur impact environnemental de son bâtiment. On continue dans les exemples de ce qu'on peut faire, hein, puisque l'enjeu, c'est effectivement d'améliorer cette performance énergétique et environnementale des bâtiments. Comment ça se traduit concrètement pour un concepteur, ce concept, Frédéric ? Comment ça se traduit? Alors déjà, par rapport au début de la présentation et des échanges, c'est une vieille histoire quand même. On ne découvre pas les Non, les, c'est vrai, les choses. on sait. Vous avez toujours fait des choses magnifiques. Non.
Déjà, la réflexion, elle est à mener sur la capacité qu'on met dans l'équipe de conception. Déjà, dans un premier choix, c'est la volonté du maître de l'ouvrage de réaliser quelque chose de performant et de bien par rapport à soit sa clientèle ou soit son environnement. Après, ensuite, c'est l'échange, la capacité d'échange au sein de l'équipe de conception et là où on place les curseurs. Le premier des curseurs, c'est la performance de l'enveloppe. C'est ce qui est durable, c'est ce qui va rester longtemps. Aujourd'hui, on restructure et réhabilite des anciens bâtiments. Il n'y a pas que la qualité du patrimoine architectural, c'est aussi la réalité de la possibilité de transformer ce patrimoine-là et de pouvoir le préserver, soit par rapport à son implantation, soit par rapport à sa qualité constructive. Et ça, c'est déjà la première chose à travailler. Donc, c'est effectivement le choix des matériaux, travailler avec des matériaux les plus pertinents par rapport aux enjeux, des matériaux qui sont dits éco-responsables ou durables, mais aussi des matériaux qui puissent participer au recyclage du bâtiment. Et seulement après, je dirais, on embarque la technique par rapport au juste petit curseur qui permettra d'améliorer la performance du bâtiment. Pourquoi ? Parce que cette technicité qu'on installe dans les bâtiments, c'est une technicité qui est beaucoup moins durable, c'est une technicité qui demande beaucoup d'entretien et qui demande aussi de l'énergie pour fonctionner. Donc déjà, dans un premier temps, bien travailler sur l'enveloppe et avoir la pertinence de la conception à ce niveau-là. Super. Et du coup, un petit exemple concret quand même, quelques images à nous donner. Oui, j'ai ramené quelques exemples. Alors, on a des slides. C'est le temps que la technique se mette en route. Tenez. Voilà, il s'agit d'un bâtiment à Charleville-Mézières, mais un bâtiment en plein centre urbain puisqu'il est à proximité de la gare de Charleville. Les enjeux du renouvellement urbain faisaient que ce bâtiment était amené à disparaître. Historiquement, c'était un économa, c'était l'économa de la SNCF. Et avec l'histoire, il était devenu un vague entrepôt, complètement délaissé, oublié des Carolo-Massériens. Personne ne le connaissait, ce bâtiment. Pourtant, il fait plus de 800 mètres carrés au sol en plein centre urbain. Mais les gens l'avaient oublié puisqu'il était un peu délaissé. Je me suis approprié ce bâtiment-là en disant, comme vous le voyez sur l'image, il a une vraie qualité architecturale, bien construit, la noblesse de la construction ancienne, de la pierre, de la brique, tout ce qui fait que le bâtiment semble intéressant et puis surtout un intérêt urbain puisqu'il est à proximité d'une gare et donc la pérennité de l'urbanisme lié accroché à la gare est directe. L'exercice, c'est comment faire muter ce bâtiment dans son usage et son exploitation, puisque c'était un vague entrepôt, donc de la pierre, de la brique, de l'ardoise, mais non isolée, et comment le transformer en ensemble contemporain pour abriter des bureaux. Très rapidement, des bureaux, ça produit plus de chaleur que ce ça en a besoin. On a des contraintes, des risques de surchauffe. Donc là, la problématique de ce bâtiment, bien l'isoler l'hiver parce qu'effectivement, il peut faire froid et il faut quand même un peu d'énergie pour chauffer. Mais globalement, on a plus de la moitié de l'année où on est quasiment en autosuffisance par rapport à l'énergie embarquée, c'est-à-dire tout simplement les gens qui travaillent, les ordinateurs qui sont dedans, les serveurs et tout ce qui est dedans. L'idée, c'est de travailler sur deux critères. Le premier, l'enveloppe performante, comme je l'ai dit, en isolant fortement le bâtiment et en annulant complètement les ponts thermiques et en travaillant sur des matériaux nobles, que j'appelle nobles dans le sens de la noblesse de la préservation de l'environnement. Et la notion du confort aussi. Et pour la notion du confort, et comme je disais tout à l'heure, limiter le matériel embarqué. Et là, ce bâtiment, on a simplement chauffé par le sol avec des sondes géothermiques, ce qui permettait aussi d'isoler le plancher. Envelopper le bâtiment complètement dans une enveloppe isolante intérieure. Tout le monde parle d'isolation par l'extérieur comme la vraie réalité. Non, tout est complexe et chaque projet est particulier. Et pour maintenir le confort d'été, c'est retrouver l'histoire de ce bâtiment, puisque ce bâtiment, c'était un entrepôt, donc il avait une verrière zénitale pour éclairer le cœur du bâtiment. On a reconstruit une verrière zénitale. Aujourd'hui, elle permet d'amener de la lumière dans le bâtiment, mais surtout l'été, elle permet de
ventiler le bâtiment de façon naturelle. Ça fait 3 ans qu'on est installé dans ce bâtiment. Grosso modo, on a 1 semaine par an de surchauffe parce qu'il fait 35 degrés dehors et la ventilation naturelle avec 35 degrés dehors et 25 la nuit, ça ne marche pas. Il y a 1 semaine où on a un peu chaud à l'intérieur, mais je vous rassure, le petit courant d'air qu'on arrive à créer jusqu'à 3 heures de l'après-midi est très très agréable, même s'il fait 30 degrés dans le bâtiment. Et mes collaborateurs ne sont pas en courant, donc ça c'est déjà quelque chose de bien vu. Mais c'est surtout qu'on n'a mis aucun appareil technique dedans, donc il suffit simplement d'ouvrir les fenêtres. On a travaillé avec le bureau d'études, comme je disais, il faut travailler avec une équipe, et là pour le coup, il faut aller chercher dans les modèles de calcul et peut-être même voir créer certains modèles de calcul sur comment on définit la ventilation naturelle de ce bâtiment-là, puisque c'est ni plus ni moins qu'une cheminée. Et on a défini, on a cherché comment on pouvait amener, en l'occurrence sur les 400 mètres carrés de locaux qu'on a traités, comment on pouvait amener 5 mètres carrés de ventilation naturelle. Donc sur le toit c'était facile, mais sur les fenêtres il fallait trouver un exercice architectural particulier. Et c'est ce en quoi je dis que l'équipe de maîtrise d'œuvre doit travailler conjointement. Pour l'isolation, on a réfléchi sur comment on pouvait isoler ce bâtiment qui était noble, puisque pierre, brique, comme je le disais, et en l'occurrence, on a utilisé la ouate de cellulose et un plancher bois et une structure bois en toiture qui nous permettaient de générer 0 pont thermique. Donc pour y arriver, pour aller jusque-là, on a été au-delà de la conception et de consommer des matériaux qui étaient dans le catalogue. Je me suis rapproché d'un industriel local pour développer un procédé constructif spécifique par rapport à ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, caméra thermique aidant, 0 pont thermique sur la toiture, avec 30 cm de ouate de cellulose sur le toit. Ce qui fait une enveloppe globalement performante en hiver comme en été. Et puis un confort, je dirais, visuel de travail qui est assez remarquable. Pour la petite anecdote, de l'autre côté de ce mur en bois, qui a une espèce de prouesse qu'on ne retirera pas ailleurs, parce que là, c'était du marché privé, donc on pouvait prendre des risques. Et en l'occurrence, le client était l'architecte, donc on peut aller jusqu'au bout des risques. Mais le mur en bois fait 8,50 m de haut, donc sans contreventement et autres, donc on est allé jusqu'au bout pour voir. Mais pour vous dire, de l'autre côté de ce mur en bois, c'est un service de la SNCF, parce que la SNCF est revenue dans ces murs. Ils ont eu un audit il y a 1 mois du service national en disant mais vous êtes mieux installés à Charleville-Mézières que chez nous, c'est pas juste. Voilà, donc cette image, c'était pour vous montrer que quand on peut pousser les limites, quand on peut aller jusqu'à exploiter des matériaux, jusque l'association des matériaux, en l'occurrence là c'est du bois et du sapin classé normal, je veux dire, le problème des nœuds, ce n'était pas notre problème. Associé avec la métallurgie, en l'occurrence, c'est du fil de fer qui permet de lier 2 planches de bois et on bourre de ouate de cellulose. Et donc, on pousse la conception jusqu'au bout. Et on a créé ce matériau-là pour répondre à cette problématique de dire on a une charpente métallique rivetée remarquable qui a une centaine d'années, qui peut supporter cette charge d'isolation, parce qu'attention, il faut faire attention à tous ces points-là. Comment on peut faire pour qu'on ait 0 pont thermique, puisque dans le marché, à l'époque, cette étude date de 2011, à l'époque, il n'y avait pas de couverture en toiture aussi performante dans sa globalité sans pont thermique. C'est-à-dire que la problématique, c'est comment on transfère les charges de la toiture en dessous, en traversant l'isolant, puisque l'isolant n'est pas porteur. Et en travaillant avec ces fils de 8 mm de diamètre, en multipliant ces fils de 8 mm de diamètre, en faisant des essais structurels en laboratoire particulier, je dirais, on a réussi à obtenir ce résultat et d'obtenir cette enveloppe. Et du coup, vous êtes posé la question de l'empreinte environnementale. En fait, on voit une magnifique démarche de qualité environnementale, une grosse réflexion effectivement sur la thermique, sur le bien-être, le confort, mais finalement le poids carbone de ce bâtiment, son poids déchets, qu'est-ce qu'il est ? Les déchets générés sur ce bâtiment, c'est la découverture, puisqu'on a conservé la totalité de la structure du bâtiment. On n'a touché à rien dans ce bâtiment, on l'a simplement nettoyé pour lui redonner un apparat un peu plus propre dans la ville. On a déconstruit quelques cloisons qui avaient été faites dans le cadre de l'entrepôt, dans la vie de l'entrepôt.
Derrière, on a amené des matériaux qui sont de bois. Alors, les murs ne sont pas isolés de ouate de cellulose, mais on ne l'a pas calculé, si vous voulez. Voilà. On n'est pas allé jusqu'au calcul. Je crois que c'est peut-être un des sujets, ou du moins la marche d'après on essaie de franchir collectivement. C'est qu'effectivement, votre projet il est magnifique. Peut-être qu'on aurait pu le faire complètement différemment et tout aussi magnifique. Et au final, des gens comme moi, on ne sait pas si l'un ou l'autre est meilleur. Et comment croire Pierre ou comment croire Paul. Et l'un des enjeux de cette performance environnementale, c'est effectivement de trouver ce thermomètre qui me dit que quand il fait 37, je sais que j'ai 37 et je sais si je suis malade ou si je ne suis pas malade. Donc je pense que est-ce que du coup, aujourd'hui, vous auriez envie de faire des scénarios et de voir effectivement si on pouvait, par des choix peut-être différents ou d'autres choix qui ont été faits qui finalement pourraient s'avérer impactants au point de vue environnemental. Complètement. C'est un facteur rassurant. C'est-à-dire que là, c'est un vrai laboratoire. C'est-à-dire qu'on l'a conçu comme un laboratoire de vie, déjà dans la qualité de ses espaces, mais aussi sur le choix des matériaux. C'est un effet d'opportunité. C'est-à-dire que tous les matériaux, tout le développement s'est fait autour des outils d'ingénierie de proximité. À l'époque, il y a 4 ans de ça, quand on s'est attaqué à ce chantier-là, identifier, calculer ces éléments-là. On était encore très très en amont il y a 4 ans. C'est vrai qu'on marche très très vite. Voilà. Mais aujourd'hui, du coup, vous referiez ce projet. Est-ce que vous auriez envie d'utiliser justement une analyse de cycle de vie pour regarder comment vos choix s'impactent sur les différents indicateurs et quels indicateurs finalement vous prioriseriez en tant que concepteur? Alors, j'irais même plus loin, c'est-à-dire que pour le coup, le client était facile à embarquer puisque c'était le client qui concevait le bâtiment et donc c'était le client qui était demandeur. Je dirais que tous ces outils de calcul de thermomètre, comme vous dites, sont des outils qui sont très pertinents pour rassurer aussi le propriétaire et le gestionnaire du bâtiment. Des effets d'expérience, des loupés dans les expériences, l'histoire malheureusement en a montré beaucoup. Des objectifs à côté, des investissements loupés. Oui, effectivement, ça c'est important. Moi, aujourd'hui, par rapport à quels sont les indicateurs que je souhaiterais connaître, c'est, comme vous le dites, la gestion des déchets, ce que j'ai dans la qualité, dans l'approche de conception sur l'exploitation de ce bâtiment. Qu'est-ce que j'ai généré déjà comme déchets dans le cadre de la restructuration de ce bâtiment-là? J'ai déjà déconstruit une partie des locaux qui étaient dedans. La notion des déchets, est-ce que aussi ces déchets que j'ai générés, est-ce que ce n'est pas aussi des déchets qui ont préservé l'environnement quelque part? Parce que malheureusement, il y avait de l'amiante sur le toit. Il y a une partie du toit qui, dans son histoire, avait été réhabilitée avec des ardoises à base d'amiante, des ardoises de synthèse. Donc c'était aussi protéger l'environnement à ce niveau-là. Donc ça, c'est des indicateurs très très importants. Et puis c'est la filière économique derrière ça. C'est-à-dire que derrière, il y a la potentialité de développer une vraie filière économique. Et là, on va au-delà du carbone, on va au-delà du choix du matériau, on va au-delà du bien-être. On participe à l'économie de proximité, à l'économie locale, et ça pourrait être un élément. On a une loi de transition énergétique pour la croissance verte. C'est effectivement l'enjeu d'associer à la fois cette vision différente de l'environnement avec effectivement une économie vertueuse d'un point de vue de la planète. C'est ça. Je crois qu'effectivement sur les déchets, de nombreux enjeux et le fait de pouvoir mesurer le poids déchets de nos bâtiments grâce à l'ACV va aussi peut-être nous permettre de voir parce que tous les déchets ne sont pas dangereux, certains le sont plus que d'autres, les volumes. Donc c'est aussi se projeter et avoir des outils de progrès. Peut-être d'autres expériences ou réactions sur ces questions concrètes? Ouais, je vous en prie, on y va, allez, okay. On repart de l'autre côté. Ok. Non, je voulais juste réagir au projet qui a été montré. Ce que j'aime bien dans ce projet, bon, il n'y a pas beaucoup de béton, on dirait, mais la ventilation naturelle, c'est l'exploitation finalement d'un phénomène assez simple. Pas besoin d'aller dans la technique, d'avoir des équipements trop complexes. C'est exploiter quelque chose de simple, de connu, pour améliorer la performance globale du bâtiment. Si vous prenez par exemple l'inertie thermique de certains matériaux, c'est la même chose en fait. Vous exploitez la capacité intrinsèque d'un matériau sur lequel on n'a pas nécessairement travaillé au niveau des process, au niveau de l'innovation, mais il y a une propriété intrinsèque, l'inertie thermique par exemple,
qui va capter la chaleur en été pendant les journées chaudes, la restituer au cours de la nuit avec un déphasage et une atténuation. Et ce simple phénomène, ça permet dans certains cas de se passer de climatisation. Associé à une ventilation naturelle, on peut se passer de climatisation grâce à la propriété d'un matériau. Donc pour moi, c'est des choses de bon sens qu'on peut redécouvrir, mais qu'il faut aussi intégrer. Et il faut que les bureaux d'études intègrent ces propriétés aussi des matériaux dans leurs calculs. On continue, il y avait des réactions aussi, Joséphina? Yes, I just wanted to say that we all know how important the design work is for the final result of the performance of the building. But we also know that there is too often there is a difference between the design performance and the actual performance of the building afterwards. I'm not saying that was the case in this case which was shown, but that happens too often. There is this gap, performance gap that we talk about, and that can of course depend on many different things. But one or a couple of things which relate maybe to the designers could be that they are not using the right assumptions when they model from the beginning. Maybe we also see that it's sometimes felt that there should be sort of an involvement of the designers after the project completion. That would make it more likely that if there was a proper follow-up, that we wouldn't have this gap. I don't know if that is the case in France, but I also know that in some countries it happens relatively often that even if the designer has decided for a specific material, the actual construction company can go for something else. So I don't know what kind of situations you have here in France, but in general there are many different stages. With even a very dedicated designer, you can end up with something which is not as good as you had planned to initially. So that's also something that we need to look further into. We are looking into that now in order to help us when we are developing this framework of core indicators, because we feel if there's some experience out there, if there's some knowledge out there on how to work with indicators which reduce this risk of having big gaps, or just in how you use them, what is the process like, that would also be very important. Oui, un petit commentaire sur le projet. Je trouve dans l'association HQ, on se dit on a fait HQ Performance qui était sur les bâtiments neufs, et là vous êtes sur un bâtiment en rénovation, et je trouve que ça donne plein d'idées sur la manière de regarder les critères. On voit bien qu'en matière de matériaux ou de carbone, par exemple, le fait de réutiliser la structure, vous faites une économie majeure, c'est énorme. En revanche, vous dites, il y a un sujet que j'ai regardé, c'est les déchets, qu'est-ce que je faisais? Parce que finalement, tout ce que je jette à ce moment-là, c'est vraiment un truc important. Et ça montre bien que dans cette approche cycle de vie, quand on va être sur une rénovation, on va regarder les choses par un autre axe. Et c'est vraiment important qu'on s'approprie ces démarches. Finalement, une rénovation, beaucoup moins d'utilisation de ressources, par contre, beaucoup de production de déchets. Et comment on va se déplacer vers ça? Sur le sujet qu'a posé Joséphina, effectivement, qu'on dirait en France performance conventionnelle, performance réelle, peut-être une approche ACV plus complète, moins de risques. Je dirais déjà, quand on regarde cet aspect performance conventionnelle, performance réelle, il y a un sujet sur lequel on a besoin de progresser, c'est l'énergie en exploitation. N'oublions pas ça. Sur l'énergie, on prédit des consommations basses. Est-ce qu'on les obtient? La Fondation Bâtiment Énergie a lancé un appel à manifestation d'intérêt sur le sujet. On a reçu une 50aine de réponses de gens qui disent on bosse sur ce sujet-là et on veut en parler pour progresser. Et je pense qu'on a ce vrai sujet de dire je conçois, mais à la fin, quel est mon résultat? Et si on regarde dans l'histoire qu'on a eue récemment, on a un sujet, c'est pas de l'ACV, c'est la mesure de la perméabilité à l'air, où finalement, à partir du moment où on a eu un système de mesure simple qu'on pouvait porter sur le terrain et qui était compréhensible par tous les acteurs, ça a permis de progresser sur le sujet. Et pour moi, c'est un des enjeux. On voit bien que cette vérification de ce qui est fait, in fine, il faut qu'on trouve les méthodes pour le faire. Ça peut être des méthodes de mesure. Peut-être que le BIM pourra apporter des choses aussi.
la maquette numérique, parce qu'on décrira mieux ce qu'on veut faire et que les acteurs pourront dire et vérifier plus simplement si effectivement c'est ça ou pas. Et peut-être que ce n'est pas le même matériau, mais que l'impact est nul et que ce n'est pas grave. Ou peut-être qu'au contraire, dans ce cas-là, c'est embêtant et qu'il faut s'en occuper. Je continue en me disant qu'on a vu dans nos échanges sur la performance environnementale des bâtiments, c'est encore un sujet finalement émergent et qu'aujourd'hui, même s'il est émergent, on sait que c'est la prochaine étape. Donc il faut qu'on se mobilise et qu'on a certainement ce que j'appelle moi les enjeux du numérateur. Donc le numérateur, c'est cette quantité de produits, de services qu'on va utiliser et qu'on va multiplier par des impacts environnementaux. C'est ce que j'appelle le numérateur. Donc on peut agir effectivement dans notre design, par les choix des produits, par l'éco-conception des produits. Et puis on a aussi, il me semble, des enjeux sur ce que j'appelle le dénominateur, finalement le taux d'occupation, la surface, le nombre de mètres carrés. Et donc ma question est celle-là, c'est finalement pour vous, quels vont être ces facteurs de facilitation et de réussite dans ce challenge collectif qui est devant nous, qui est la performance environnementale, et quelles sont les grandes pistes d'innovation qu'on peut attendre justement à l'échelle du bâtiment par rapport à cette performance environnementale. Je vais commencer par Josefina. Thank you. Yes, I will not talk about technical innovations, but rather I think what policy possibly could drive. Before preparing the communication that we came out with last year, we of course conducted what we call a public consultation, where anyone of you or any European could react on a number of questions regarding green buildings that we had. And from that, and we had a good response rate, a lot of interest. And from that, it was clear that people in general thought that there was quite a low demand for what we call green buildings, yeah? And with some kind of a business as usual scenario, they didn't see that this would increase substantially. They also thought that one of the problems was that there was very difficult to find good data, good indicators and good data to measure this, and that most of these people who responded thought that it would be best if something was done on that particular issue, on indicators and data, at the European level, as opposed to individual industry level or member state level, for example. So I think it was quite clear from that, and also from discussions that we've had a lot with different industries and so on, stakeholders, that it is very important that we are able to, manage to describe what is actually a green building. What do we mean with that, and how do we define it actually, and how do we measure it? How can we monitor it? So that we can enable decision-making along the whole value chain to be based on correct information. So that, I think, is very important. I also think that it is very important that technical indicators that we are sort of talking about now implicitly, that it can be translated into financial information, because it's really the investors in the end who are sitting on the solution, in a sense. Well, we have to provide them with the tools, but so that is really a challenge. How do we manage that? That will be a difficult task, but I think it's very important. And then we shouldn't forget, when we talk about policy, we shouldn't forget that green public procurement is very important for this sector. Now, green public procurement is something that almost all public authorities talk about, and almost in all conferences that I go to, people say, yeah, green public procurement, very important. But then if we look at what's actually happening, it isn't that much. And if it happens, it is mainly related to energy efficiency. We really need to go beyond that and go larger and really use this very powerful tool that it could be. Now, again, I said it before, and again, I think France is doing quite well there. You could probably do even better, but I think you're ahead of many other member states. But we really need to push that. And that is also one of the reasons why we're doing what we're doing now, because we want to provide a tool which could be fairly easy to use.
Merci pour ces voies de progrès, effectivement, et cet enjeu de la commande publique qu'on souligne tous, effectivement, notamment dans le cas d'un marché émergent. C'est important d'avoir ce premier pas de commande pour qu'effectivement les acteurs puissent franchir ce premier pas. Je crois qu'on milite pas mal tous autour de la table là, sur ces sujets. Donc la question, facteur de facilitation, grande piste d'innovation pour cette étape en cours sur la performance environnementale. François Thueux. Le premier, c'est la révolution qui est en train de se jouer en ce moment sur la maquette numérique, le BIM. Il faut que la dimension environnementale, le critère environnemental, soit inclus dans cette maquette numérique. Sinon, on passe à côté du sujet. Pour moi, c'est vraiment le premier enjeu, parce que il faut que les équipes de conception soient capables de simuler plusieurs scénarios en fonction des matériaux qui vont être utilisés, des hypothèses de conception qui sont faites. Donc il faut que le critère environnemental soit présent dans l'objet BIM. Le deuxième enjeu pour moi, c'est vraiment l'économie circulaire. Et un des grands leviers d'amélioration de la performance, c'est la capacité à recycler les bâtiments qu'aujourd'hui on déconstruit et à faire en sorte que les bâtiments qu'on construit aujourd'hui soient recyclables dans 50 ans. Alors c'est du très long terme, mais c'est vraiment un enjeu fondamental. Et là, le BIM et la maquette numérique vont aider, parce que si on est capable de savoir précisément dans un bâtiment qu'on construit quels sont les différents matériaux qui constituent ce bâtiment, et si pendant la phase d'exploitation, on met à jour la maquette numérique de ce bâtiment, lorsqu'on déconstruira le bâtiment, on doit être capable de le faire de manière beaucoup plus efficace qu'aujourd'hui, où on découvre parfois de l'amiante, une canalisation par-ci, une canalisation par-là, voilà, des choses que... Donc ça, la rationalisation de la conception devrait aider cette économie circulaire. Et le troisième point, pour moi, c'est la notion de valeur verte. Aujourd'hui, les acteurs économiques, qui sont quand même des animaux à sang froid, ont besoin d'être convaincus que construire un bâtiment performant environnementalement, c'est aussi pour eux une opération financière rentable. Et on a des chiffres aujourd'hui qui montrent que des bâtiments certifiés HQE, LEED ou d'autres certifications ont en règle générale une valeur patrimoniale plus élevée que d'autres bâtiments, parce qu'ils sont plus performants, parce qu'on peut les louer à des loyers plus élevés. Mais je pense qu'il y a tout un champ de recherche sur ce sujet-là. Il faut également valoriser pour l'utilisateur du bâtiment. Un bâtiment qui est performant environnementalement, en règle générale, c'est une meilleure productivité de ses occupants, parce que le confort est amélioré, parce que les gens s'y sentent mieux aussi. Donc tout ça, ce sont des choses qui se valorisent et qui devraient aider, je pense, à rationaliser un peu vis-à-vis des investisseurs notamment. Donc commande publique, mais aussi convaincre effectivement l'investisseur privé qu'il a des bénéfices à investir dans la performance environnementale. Et on peut peut-être espérer aussi que les finances carbone ou les questions de carbone vont aussi nous aider dans ces arguments. On continue le tour de table avec Frédéric Denisard. Alors ces grands leviers, grandes pistes d'innovation sur les numérateurs, dénominateurs, performance environnementale. Une réflexion plus urbaine déjà peut-être. C'est-à-dire qu'un bâtiment n'est pas tout seul. Un bâtiment, on en a parlé de recyclage du bâtiment. Mais je pense que le bâtiment, on doit travailler sur l'urbanité du bâtiment et sur les échanges entre l'énergie partagée, l'énergie produite, l'utilisation du bâtiment, le lien avec les transports, le lien avec le déplacement des personnes. Voilà. Une évolution importante ou une prise de conscience, c'est le besoin des usagers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on accepte plus facilement, à partir du moment où on se sent bien, on peut accepter plus facilement des effets d'inconfort. Les éléments de confort sont aussi des éléments qui sont des paramètres, des variables qui permettent de jouer aussi sur la sensation de température. C'est-à-dire que qui dit 1 degré dit des kilowattheures. Donc si à partir du moment où on se sent bien, on sait que l'évolution sur la performance des bâtiments, sur l'étanchéité à l'air contribue énormément à cette sensation-là, mais des bâtiments qui sont éclairés, des bâtiments qui permettent d'avoir une belle lumière, des bâtiments qui profitent du soleil passif, ce sont des bâtiments qui permettent d'avoir cette sensation de bien-être alors qu'on a une température sensiblement inférieure.
Ça, ce sont des éléments vers lesquels il va falloir créer, malgré tous ces indicateurs, parce que ces indicateurs-là n'existent pas aujourd'hui de façon Mais métrique. on y travaille fortement dans HQE. J'en suis conscient. La mixité des usages aussi sur les bâtiments, la mixité des usages sur des grands ensembles partagés, l'exploitation du bâtiment, mais aussi la mixité des usages dans l'espace-temps. C'est-à-dire qu'entre 6 heures du matin et 8 heures du matin, le bâtiment peut être utilisé différemment qu'entre 22h et entre 18h et 22h, et dans cette plage intérieure entre les deux, soit utilisé pour la quintessence de ce bâtiment. Aujourd'hui, on construit des bâtiments, des tours dans un modèle économique où 30 ou 40% des plateaux sont vides. Donc on génère beaucoup de matière, on génère beaucoup de déchets, on les maintient en température parce qu'un bâtiment qui n'est pas chauffé se dégrade. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ce modèle économique est viable? Ça, ce sont des grandes questions. Et je rejoins la réflexion sur le BIM aujourd'hui, sur la maquette numérique et le BIM. Il faut croiser ces effets-là sur le planning d'exploitation du bâtiment et du coup de complexifier considérablement la programmation des bâtiments. Aujourd'hui, on programme et on conçoit des bâtiments pour faire de l'habitat, pour faire des bureaux, pour faire une salle de sport. Mais peut-être que dans l'espace-temps de la journée ou du mois, on pourrait croiser ces éléments-là qui pourraient partager. Dans mes rêves, moi j'ai la cantine du collège qui devient la salle des fêtes de la commune le week-end. Mais on peut toujours rêver. Je ne suis pas sûr que ce soit un rêve. On peut vraiment y travailler. Il y a pour essayer de coller, il y a quelques problématiques juridiques, puisque ce n'est pas les mêmes entités de propriétaires. Enfin, il y a quelques sujets, mais on voit que le bon sens est là. Voilà, c'est ça qui est dommage, c'est que le juridique freine le bon sens et la préservation de la planète. Et puis, ça fait participer aussi des gens, c'est-à-dire que quand vous faites évoluer le bâtiment dans la journée, le bâtiment, il ne va pas bouger tout seul, il ne va pas changer tout seul. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont y travailler et donc c'est reparticiper à l'économie sociale. Et ça, je sais que l'association HQE a mis un des facteurs là-dessus. Favoriser aussi les recherches sur la nouvelle façon d'habiter. Il y a eu plein de recherches qui se sont faites. Malheureusement, les décennies sont passées et ces réflexions sur les nouvelles façons d'habiter n'existent plus. Aujourd'hui, il n'y a plus ce type de concours. Donc je pense qu'il faut vraiment revenir sur cette idée, comment on peut habiter différemment demain et avoir une approche sociologique de l'habitat pour justement le mesurer, pour que justement nous, concepteurs, on puisse faire évoluer nos conceptions par rapport à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit arrêter de construire des bâtiments. Aujourd'hui, on doit arrêter, non. On doit pousser vers des bâtiments qui soient des bâtiments pour les gens qui sont dedans et ne pas concevoir des bâtiments avec des notices. Un bâtiment, on vit dans un bâtiment simplement, quoi. Et puis, je le disais tout à l'heure dans la présentation, c'est vraiment favoriser sur le bâtiment durable et évitons la haute technologie, quoi. Parce que la haute technologie vaut tellement vite et génère tellement de déchets qu'on peut peut-être réfléchir différemment. Utilisons-la au mieux quand même. Faut pas, on n'est pas. Est-ce qu'on doit être dans une démarche enfin, moi je dis le progrès est bien, le progrès technologique est bien. On est tous dans des. On rêve de la ville connectée aussi. Voilà, je ne voudrais absolument pas que mes propos tendent à penser que je veux retourner à l'âge de la caverne. Pas du tout. Mais utilisons l'exploitation de l'intelligence artificielle, entre guillemets, pour qu'on puisse exploiter mieux les bâtiments, mais pas pour pallier à un manque d'intelligence et de conception au départ dans le bâtiment. C'est surtout dans ce sens-là. C'est surtout quand il y a en plus une super machine et personne derrière, ça ne sert pas à grand-chose, on est d'accord. Donc, pas mal de voies de progrès. Est-ce qu'il en reste dans la liste, Jean-Christophe, des voies de progrès encore? On doit certainement pouvoir en trouver. Si on pose la question dans la salle, on va encore en trouver plein. Je vais m'essayer autour d'un mot, hybridation. Si on prend l'hybridation d'abord en termes social, vous savez qu'il y a une très très grande chaîne d'hôtels qui vient de se créer sans émettre un kilo de carbone. Ça s'appelle Airbnb. Airbnb, c'est quoi? C'est l'idée que mon logement, pendant une partie du temps, il n'est pas occupé et que pendant cette partie du temps, mon logement pourrait devenir une chambre d'hôtel. Et ça, finalement, ça a créé de la valeur. Alors, il y a plein de problèmes autour des Airbnb. On ne va pas revenir sur les problèmes, regardons les trucs positifs. Ça crée de la valeur, ça crée des possibilités de se loger avec un impact environnemental quasi nul. Et là, je pense qu'il y a des hybridations
permises par les technologies de l'information, dont on aurait vraiment, ce serait dommage de s'en priver. Ça peut être des chambres d'amis partagées au sein d'un immeuble, ça peut être... donc là, il y a vraiment quelque chose qui permet de gagner beaucoup. Deuxième idée, hybridation des matériaux. On pose toujours la question, en termes environnementaux, c'est quoi le meilleur matériau? Moi, je dis c'est le bon matériau au bon endroit, et c'est souvent de l'association, parce que chacun a ses points forts. Et si on regarde d'ailleurs dans la société, dans les différentes sociétés, dans les différents pays, chacun a ses points forts, et c'est souvent en les mélangeant qu'on a réussi à faire des choses qui ont de la valeur. Si on réussit sur les matériaux, non pas à faire du racisme anti-matériaux, mais à faire de l'idée qu'en associant des matériaux, on peut faire des structures bois-béton très intéressantes, on peut faire des associations qui sont intelligentes, on peut faire des choses très intéressantes. On voit aussi cette hybridation sur les énergies. Quand on parle d'énergie renouvelable, on voit qu'il y a un potentiel gigantesque qui s'ouvre. En même temps, ces énergies renouvelables, elles sont intermittentes. Et finalement, l'association entre ces énergies renouvelables intermittentes et du fossile, qui lui est très facilement stockable, ça a peut-être du sens. Et là, on a des choses à trouver. Donc c'était ce premier mot, hybridation. Je donnerai deux autres. Économie circulaire, je crois qu'on va vraiment vers cette idée-là. On a commencé à regarder le premier cycle de vie d'un bâtiment. Mais finalement, ce bâtiment, est-ce qu'on ne peut pas utiliser pour le construire de plus en plus de choses qui viennent d'autres cycles? Et est-ce qu'à la fin de sa vie, on ne peut pas renvoyer vers d'autres cycles? Il y a vraiment de la valeur qui peut se mettre là. Et puis la dernière idée, je l'ai piquée à la conférence à laquelle j'ai participé juste avant, c'est adaptation au changement. C'est-à-dire qu'il y a plein de changements qui sont en train de se faire. Demain, le climat sera différent. Demain, les gens seront différents. Demain, les sources d'énergie seront différentes. Il faut qu'on essaie quand on essaie de réfléchir... Les modèles économiques seront différents. Les modèles économiques seront différents. Quand on essaie de se projeter dans cette multitude de différences, à la fois, ça peut être angoissant, comment j'agis, et puis en même temps, c'est ça qui est marrant dans la vie, c'est de rentrer dans un truc où on ne sait pas trop où ça va, mais c'est là qu'il va falloir innover. On a tout à écrire, voilà. Alors, questions à la salle, témoignages, questions. Ça vous inspire pas plus que ça, cette révolution en cours partout, ce monde formidable dans lequel on vit, sur ces questions de bâtiment? Oui, Stéphane? Oui, bonjour, je suis Stéphane Lutard du Conseil national de l'Ordre des architectes. On a parlé, l'intitulé était l'amélioration de la performance énergétique et environnementale du bâtiment. Quelles solutions des produits aux usages, et est-ce qu'on n'aurait pas pu ajouter et des changements de comportement? Alors, merci d'avoir posé la question. Tout à l'heure, Frédéric a dit que justement, il y avait simplement 10 jours dans l'année où le confort thermique était, on va dire, difficile, alors que justement, un changement de comportement pour des bâtiments publics, des usagers, on pourrait très bien envisager des solutions un petit peu passives, mais on ne les met pas en place parce que ça voudrait dire que 5 jours dans l'année, il ferait trop chaud ou trop froid, ce qui obligerait à porter un pull ou à s'habiller différemment. Alors, merci beaucoup pour la question. Ça me permet de rebondir sur ce que je voulais dire en mot de la fin, qui était de vous annoncer finalement 2 plénières à suivre pendant World Efficiency, puisque la prochaine plénière organisée par le comité de programme bâtiment, c'est le même sujet, l'amélioration de la performance énergétique et environnementale des bâtiments, mais quelle solution au-delà des techniques pour la conduite du changement? Donc clairement, comment on fait aussi pour faire bouger l'usager et comment on peut s'adapter, quelle solution, quelle vision par rapport à cet usager pour effectivement aller au-delà de ces questions techniques. Autre témoignage, question? Eh bien écoutez, je vous propose un petit mot de la fin pour chaque intervenant. On vit une époque formidable et on a plein de choses à faire. Non, le train de la performance environnementale, il est parti, je pense. Et qu'est-ce qui vous inspire? Vous êtes dedans? Ça va aller vite? Ça va aller... Pour que ça aille vite, ça va aller vite, c'est sûr. Non, mais on a un exemple. Là, on a une mise en pratique concrète qui est l'étiquette environnementale qui est mise en place par la DHUP. C'est l'occasion de justement de mettre en pratique toutes ces bonnes idées qu'on a, de ne pas faire de la guerre entre matériaux, de faire du multicritère, de regarder plein de critères environnementaux et de juger la performance sur ces critères-là. Donc c'est vraiment le moment de tester et d'essayer. Moment de partir. Joséphina?
Yes, I just wanted to leave you with some numbers before we leave. Because even if we only look at the energy, if we compare the energy that we have put into the building when we are building it and when we are producing the materials which we build it of, it's the so-called embodied energy. If we just look at that and don't care about toxicity and other things that we should care about, we can already see from different studies that the greenhouse gases that is the result of this embodied energy are many times much higher than the greenhouse gas emissions that result from the use of the building. Now, of course, that depends on the energy mix in a country. If you're heating your buildings with gas or with district heating or with nuclear, it makes a big difference. But we have some very interesting results from a Swedish study where with their energy mix, we see that it's about 4 times as much embodied energy than the energy, the operational energy, the energy from the use phase of a building. They have looked at the whole country over 1 year. If we look at a very interesting French study, HQ Performance from 2011, I think, where you looked at some very good buildings, 74 something very good buildings, you saw some similar figures. I think it was the double, the embodied the embodied greenhouse gases were the double. Yes, mais c'est pour des bâtiments neufs. Enfin, je crois que la grosse différence sur la question du carbone embarqué, c'est effectivement quand on a des bâtiments qui sont déjà très performants d'un point de vue énergétique et pour lequel le poids carbone au total, finalement, est déjà bien réduit par rapport à une passoire thermique. Absolutely, but what we saw in the Swedish study, for example, is that the embodied energy is going up all the time in society, and we don't always have the same reduction. We have the reduction for energy use, but we don't have the same reduction in greenhouse gas emissions because, of course, it depends on the energy mix that you have in a country. But you also have a lot of, for example, in Sweden, the construction sector is considered to result in 40% of society's hazardous waste. So it's not just harmless waste. It's resulting in about 10-14% of the NOx and the particular materials, for example, those have toxicity implications. So we need to look further, and that's, I think, what all this fair is about, really. And France is quite ahead there. So we continue with, or we hoped to rely on continued French support in terms of knowledge and experiences. Yeah. Merci. On continue. Le petit mot de la fin. Moi, mon envie, ce serait qu'on travaille sur 2 chantiers à la fois. Un chantier qui essaie d'être de plus en plus précis sur ces aspects ACV et autres pour avoir des choses qu'on puisse compter ensemble de la même manière et sur lesquelles on progresse. Et puis qu'à côté de ça, on ait aussi des sujets très ouverts où ça ne se compte pas, où ça s'imagine, où ça se rêve et qu'on travaille ces 2 sujets à la fois un truc d'ingénieur peut-être un peu trop, et puis, mais très utile pour avancer, et à la fois un truc qui nous permet d'imaginer les modes de vie dans les bâtiments du futur. Et pour moi, la réussite, ce serait de faire ces 2 choses-là à la fois. Les modèles de calcul sont tellement de plus en plus performants qu'on peut rentrer tellement de données dedans qu'on va pouvoir rentrer la donnée de celui qui va vivre avec. Et ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, jusque maintenant, on construisait avec la manière dont on savait construire. Maintenant, on peut rentrer un autre paramètre sur le modèle de calcul. C'est quoi le besoin? Je fais juste un parallèle très rapide avec le téléphone. On a fait évoluer le téléphone parce qu'on a imaginé qu'avec le doigt, ce serait plus facile de téléphoner. Et ben, demain, on va concevoir des bâtiments, on va vivre dans des bâtiments qui sont faits pour nous et pas à nous de nous adapter dans les bâtiments. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très motivant. Je vais en profiter juste pour faire une toute petite annonce très courte. Dans le cadre de la COP21, je vous invite le 30 novembre à la Cité de l'Architecture. Il y a une conférence qui est animée qui est mise en place par les institutions ordre national, mais aussi les institutions internationales de l'architecture, sur architecture, le climat de l'avenir. Voilà. Vous l'aurez compris, performance environnementale des bâtiments, un vrai enjeu. Joséphina a rappelé les chiffres. On a des vrais enjeux d'un point de vue planétaire sur ces questions pour nos déchets, pour le carbone, pour l'eau, pour l'énergie. Un sujet pour lequel on peut rêver, je crois. Il y a tout à faire, tout à inventer. Le chemin est en cours. Un chemin que les industriels ont
déjà parcouru, je disais en partie, puisqu'ils sont partis largement avant les acteurs du bâtiment. Et on a vu que c'était une source d'innovation, une source de progrès tout à fait pertinente. Des sujets, je dirais, enveloppe, importants, il ne faut pas se rater sur l'enveloppe, j'ai retenu. Des sujets du questionnement aussi de nos équipements, de la technique, oui, mais le juste nécessaire, je dirais, le juste besoin. Et puis, dernier point, je dirais, n'oublions pas effectivement aussi cette autre façon de penser notre société et cette autre façon d'imaginer le bâtiment. Il y a certainement tout un tas de leviers. Si on se pose les questions différemment, on trouvera peut-être des réponses différentes. Je crois que c'est le chemin qu'il nous faut parcourir sur cette question de la performance environnementale des bâtiments. Un chemin qui n'est pas réglementaire aujourd'hui, même si à la fois au niveau de la Commission et au niveau du gouvernement français, il y a des actions en cours sur ces sujets-là. Donc un sujet volontaire, un sujet d'avenir et un sujet, j'espère, qui vous mobilisez déjà et qui vous mobilisera dès demain matin, je l'espère. Pour finir, je fais ma pub aussi pour donc la plénière du HQE International Summit qui aura lieu donc mercredi de 16h à 17h30, qui s'intitule HQE, des bâtiments et des aménagements durables pour tous et partout dans le monde, et pour lequel nous aurons le plaisir d'accueillir pour la première fois nos homologues canadiens, polonais, marocains et brésiliens, qui font aussi la HQE dans leur pays. Et c'est avec un grand plaisir que nous pourrons partager ces pratiques. Bon après-midi à tous. Et puis, n'oubliez pas, la performance environnementale, le TGV est en train de partir. Alors surtout, n'oubliez pas d'embarquer. À bientôt.